Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez tous bien. On va encore attendre quelques minutes, pas beaucoup. Voilà, on va Bonjour à encore tous. attendre 2 minutes. Je suis accompagné de Christophe Davy, qui est donc le fondateur de l'agence Shopee Shopa Consulting. Mais on aura une petite partie présentation très rapide, ne vous inquiétez pas, la page de pub sera très courte. Bon, je pense qu'on va commencer. Donc, écoutez, je vous souhaite tout d'abord bienvenue à tous, bienvenue au webinaire de Search for Site et de Shopee Shopa sur Shopify. Donc, on est très heureux de vous accueillir. On va du coup vous présenter cette solution. Alors, à la fois, Shopify, qu'est-ce que c'est, son historique, comment la solution a évolué. Et puis, on va aussi évoquer la partie un petit peu référencement naturel de la solution en vous présentant ce qui est possible de faire nativement avec l'outil, ce qu'on peut faire aussi avec des modules SEO complémentaires et lorsqu'il n'y a pas de module et lorsque la solution ne le permet pas, qu'est-ce qui existe comme dernière solution pour pouvoir apporter les modifications nécessaires, sachant que effectivement le CMS est un CMS qui plaît beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup d'annonceurs avec une taille de catalogue un peu plus important qui s'y intéressent et qui souhaitent, qui envisagent même de migrer. Cette solution-là présente beaucoup d'avantages. Elle a quelques faiblesses qui, pour les référenceurs que nous sommes en grande partie, peuvent trouver un peu l'outil limité par justement ces points négatifs, mais il y a quand même des solutions. Et voilà, donc je me présente très rapidement. Moi, je suis Mathieu Chapon, je suis le fondateur de Search for Site, une agence qui se trouve à Levallois. On est une soixantaine de personnes. On a une partie de nos équipes qui sont à Nantes, parce qu'historiquement, on a racheté une société qui s'appelait Synaudience. Et puis, on a aussi, avec le groupe REX auquel on appartient, acheté une agence qui s'appelle Picase en Allemagne. Là, ils sont beaucoup plus gros, ils sont 120. Et c'est une agence qui s'occupe aussi, pareil, du search d'un point de vue SEO et SIA. Voilà, je vais laisser Christophe aussi se présenter. Oui, bah tu peux. Je sais pas si c'est toi qui avances les slides, mais tu peux mettre le slide Bien de sûr, présentation. c'est Bonjour moi à tous. l'organisateur. D'accord. Christophe Davy, je suis dans l'écosystème Shopify en tant que consultant à Shopify, Shopify Plus aussi, et de plus en plus de Shopify POS, qui est la partie retail. J'en fais depuis maintenant 7 ans du Shopify. Avec mon job précédent, j'avais cofondé une agence de e-commerce qui a fait d'abord du Magento, puis du Shopify. Et puis, je ne fais plus que du Shopify maintenant, et un passé dans certains grands comptes et dans l'Internet des débuts. Voilà. Et je trouvais que c'était intéressant de vous faire cette présentation à deux voix sur un sujet qui est très à la mode, je pense, et qui va être de plus en plus, et que porte Mathieu, sur le SEO et Shopify. Et je trouvais aussi que l'idée d'intituler cette présentation Fausse bonne idée, c'est pour montrer que pendant cette présentation, on avait envie de vous dire des choses et de partager avec vous, si vous avez des questions, des choses sur Shopify et le SEO, en toute transparence. Voilà, c'est pas un catalogue commercial ou une présentation commerciale de l'éditeur. On est là pour partager un maximum d'informations concrètes et en espérant que ça vous soit profitable. Très bien. Oui, pour la petite histoire, avec Christophe, on s'est rencontrés il y a pas si longtemps que ça. On s'est retrouvés Mm. tous les deux à travailler pour un client en commun, qui est un site e-commerce dans le prêt-à-porter et qui a un volume, un catalogue assez important, multilingue, avec des facettes, etc. Et donc, voilà, on a trouvé ça intéressant de pouvoir en parler avec vous et de pouvoir évoquer effectivement cette solution et ce qu'on est en train de mettre en place pour la refonte de ce site. Donc, on va attaquer. C'est justement Christophe qui va commencer par vous présenter un petit peu cette solution e-commerce, un peu son histoire et comment elle évolue et vers quoi elle tend. Voilà. Moi, je chauffe la salle pour qu'après Mathieu puisse délivrer sa présentation. Je suis sûr qu'il y a des choses que vous savez sur Shopify. Peut-être vous ne savez pas que ça a déjà 15 ans, en fait. Fondé en 2006 par un Allemand au Canada qui voulait son site de snowboard et qui a fait sa propre techno. Comme beaucoup de gens ont pu faire leur propre techno, on va aller très vite, mais lui, il l'a fait forcément beaucoup mieux que d'autres, très certainement, puisque son produit a fini par se développer après 3, 4, 5 années sous le radar.
En plus, il était en cloud dès le départ, donc il y a 15 ans, c'était un tout petit peu en avant son corps. Et dans les étapes vraiment clés, bah forcément, l'entrée en bourse aux États-Unis en 2015, qui a donné un écho énorme à Shopify, qui aujourd'hui a plus d'1 700 000 boutiques payantes, dont plus de 10 000 Shopify Plus, qui est la partie gros volume, grand compte de Shopify, et qui est non plus dans les 29 ou 79 $ par mois, mais à 2 000 $. Donc on est sur vraiment un autre scope. Et ce qui est intéressant sur Shopify, on va pas le détailler là, mais c'est que Shopify fait plein de choses. Shopify fait du paiement, Shopify fait de la logistique maintenant en Amérique du Nord. Shopify est même devenu une banque en fin d'année dernière avec une carte de crédit, un compte bancaire pour les marchands. C'est un petit Amazon, quoi. Alors, c'est un petit Amazon parce que c'est 1% du chiffre d'affaires d'Amazon l'année dernière, 3 milliards contre 300 milliards. Mais c'est vrai que c'est, voilà, on va juste le passer en revue. Il y a vraiment un positionnement. Shopify, son discours, c'est OK, vous possédez vos clients. Vous avez votre site et vous allez vendre partout, mais en possédant vos clients. Voilà. Sur la slide d'après, j'ai mis un paquet de. Je veux juste t'arrêter, Christophe, mais je trouve incroyable l'histoire de Shopify et de son créateur. C'est quand même, il s'est dit, je veux vendre des snowboards au Canada, je teste toutes les solutions qui existent, il n'y en a aucune qui me plaît, et du coup, je vais développer ma propre solution. Ouais. Tout le monde, quand même, peut pas se permettre de créer son propre CMS pour mettre en vente ses produits, quoi. Oui, je pense que beaucoup de tech ont dû le faire, mais c'est un nombre. Et lui, sa solution a été mieux faite, notamment parce qu'il était associé à un autre Allemand qui était designer. Et une des forces de Shopify, c'est d'avoir une esthétique et une UX, même dans le back-office, qui est vraiment très intuitive. Bon, alors, en fait, il y a quand même déjà beaucoup de marques connues et reconnues qui sont passées sur Shopify. Oui, il y en a vraiment. Alors, aujourd'hui, on touche tout le scope, en fait, de ce qu'on peut imaginer, de la DNVB, historiquement, jusqu'à la marque nichée dans un grand compte. Hein. En haut à droite, par exemple, Patou, ça fait partie d'LVMH. On a aujourd'hui du Shopify un peu partout, mais on a aussi aujourd'hui, et c'est un des grands sujets du jour, je pense, on a une poussée de Shopify sur le retail. C'est-à-dire que là, vous avez beaucoup de marques finalement. Oh My Cream, c'est un retailer par exemple, mais Shopify a énormément gagné de comptes dans les marques, et aujourd'hui, Shopify gagne de plus en plus de comptes et progresse chez les retailers. Et là, on a vraiment chez les multimarques des problématiques SEO qui vont être nettement plus costauds, notamment, et pas que sur les sites de marque. Mais voilà, la croissance l'année dernière, quand ils ont fait 3 milliards, je l'ai dit, ils avaient fait 1,6 milliard l'année d'avant, donc quasiment doublé le business. C'est un tout en un. Donc, ils ont d'abord séduit les petits commerçants avec Shopify et, par exemple, Shopify POS qui permet de gérer une boutique physique. C'est un vrai logiciel de retail. La dernière version, elle peut sincèrement se comparer à pas mal d'outils du retail. Donc, Shopify pousse d'ailleurs beaucoup ce segment-là qui lui permet, alors avec la pandémie, hein, ça a énormément progressé, qui lui permet d'être toujours dans son discours. On va vous aider à vendre à vos clients quel que soit votre canal. Donc évidemment aussi. C'est l'approche omnicanal, quoi. Complètement, mais il l'assume en POS en allant pas juste, je sais pas, faire un connecteur. C'est un outil Shopify POS, c'est une app que vous téléchargez sur l'iOS, depuis Apple Store, depuis l'Apple Store ou depuis Google Play. Et après, on met son login mot de passe et c'est tout. Voilà, c'est complètement intégré. C'est vrai que le Covid a vraiment développé cette notion de click and collect et donc c'est important que le site e-commerce qui vend en ligne sache où se trouve le produit. Est-ce que le magasin à proximité de l'acheteur a le produit pour lui délivrer? Puis l'autre notion, c'est la gestion du stock. C'est comme il y a beaucoup de magasins qui sont fermés, est-ce que le magasin peut avoir du stock qui peut me transférer ou vendre, livrer par rapport à une vente qui est faite sur Internet? Et ça, il faut avoir quand même les flux interconnectés. C'est un vrai challenge pour beaucoup d'entreprises. Absolument. Et ces flux-là, dans Shopify, ils sont natifs. Je vais créer X boutiques dans mon Shopify qui vont être en fait des boutiques physiques et je vais créer les stocks correspondants, je vais faire des transferts. Voilà. Donc, c'est pas l'objet de ce webinaire, mais en fait, Shopify est vraiment une plateforme aujourd'hui qui est omnicanal et Shopify POS date de 2013. Hein. Donc, c'est quelque chose qui était très en amont dans la vision des fondateurs.
Et comme on le mentionnait, Shopify fait un très bon storytelling pour se positionner comme l'anti-Amazon. Ça marche très bien dans la presse. Comme je le disais, c'est 1% de la taille d'Amazon, hein, donc il faut relativiser. Amazon a voulu Mais les racheter il y a quand même quelques années. alors oui, probablement, ils ont racheté il y a un mois une petite plateforme e-commerce d'Australie. Mais donc on ne sait pas trop ce qu'ils vont en faire. Mais voilà, Shopify clairement dit Amazon vous vole vos clients. Et en plus, avec les dernières évolutions d'Amazon, Hmm. qui a décidé de réduire encore, je crois que maintenant ils n'envoient plus rien comme information client aux marchands. Enfin bon, voilà, c'est un boulevard pour un discours comme celui qu'a Hmm. Shopify. Bon, c'est des RP aussi un peu, hein, faut pas se leurrer. Voilà, et Shopify, c'est des réseaux sociaux, c'est des paiements, c'est des cartes de crédit. Voilà, c'est un écosystème. Moi, je dis souvent, je pense que Shopify, clairement, cherche à devenir un GAFA, enfin, Ouais. en tant que tel, hein, clairement. Voilà, si vous ne le savez pas, si vous n'êtes pas familier de la plateforme, il y a deux stores qui sont très importants dans le concept de Shopify. Il y a le store des thèmes. On va dire qu'on le visite au début d'un projet et on peut acheter un thème préparé. Alors, la notion de thème, ça existe sur WordPress, ça existe sur d'autres plateformes. La particularité de ce store, c'est que comme on est dans le cloud, ce store, il est administré par Shopify et tous les thèmes qui y sont, il y en a à peu près un peu plus de 70, sont validés sur un process qui dure plusieurs mois par les équipes de Shopify. Donc, il marche, entre guillemets, tout le temps, quel que soit le site. Et il est par ailleurs, et ça c'est la conception qui fait la force, une des forces de Shopify, c'est qu'on peut totalement le customiser. Et donc, beaucoup de projets, par exemple le projet sur lequel on est en commun, partent d'un thème et à partir de là vont customiser pour coller à la direction artistique choisie au final par le client. Et c'est une méthodologie qui fonctionne extrêmement bien et qui forcément fait gagner du temps et de l'argent et en plus délivre un site sur lequel la recette utilisateur est extrêmement légère. Et puis, il y a l'App Store qui permet d'ajouter des apps en permanence sur le site, cette logique d'app qu'on installe vraiment en un clic. Pour les plus grands e-commerçants, ben, ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais il y a quelque chose qui s'appelle Shopify Plus, avec un logo dédié, avec des équipes dédiées et avec un support, avec un certain nombre de fonctionnalités additionnelles pour les grands comptes ou les marchands Shopify qui font beaucoup de volume. Voilà, pour faire simple. Ouais, Sachant que pour les accompagner sur une migration potentielle, avec un hébergement différent, avec des solutions quand même high level premium, quoi. on va dire que Shopify Plus est une solution qui, dans son organisation, vient challenger Salesforce Commerce, Hmm. pour ceux qui connaissent un peu le marché. Et au niveau des plans, bien, c'est vrai que Shopify, ça part du tout petit truc hein, pour l'entrepreneur, et ça va jusqu'à Shopify Plus, 2000 $, où il y a même un pourcentage qui se déclenche hein, si vraiment ce marchand va très très haut dans les chiffres d'affaires en fait. Il y a des Donc tu dirais subtilités dans les... ouais, un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Oui, même dans Shopify Plus en fait. Hmm. Passer 800 000 $ par mois, il y a un pourcentage qui se déclenche. Donc, on a aujourd'hui Shopify qui adresse du small business, toi, moi, vous qui nous écoutez, qui faites votre site ce week-end. Cette semaine, je forme des étudiants d'une école de mode. J'ai 14 groupes, ils ont démarré mardi matin et ils présentent leur site demain après-midi, voilà, typiquement. Et puis, les grands comptes et les très grands comptes qui aujourd'hui regardent ou commencent à intégrer Shopify et Shopify Plus dans les systèmes d'information avec des projets où là, on n'est plus du tout dans le même univers et pourtant, c'est toujours Shopify. Ok, bon bah écoute, on va passer à la partie référencement naturel de Shopify. Merci en tout cas Christophe de la présentation. Alors, je voulais vous commencer déjà par vous dire que Shopify se donne vraiment les moyens de leurs ambitions, de devenir en tout cas une plateforme beaucoup plus performante et adaptée en tout cas pour les sites à grosse volumétrie. Et ça se voit par leur recrutement. En l'espace de moins d'un an, ils ont recruté quelques cadors, on va dire, particulièrement venant de TripAdvisor, de Dailymotion, voilà, aux États-Unis. Et donc, alors tiens, j'ai pas mis leur nom et prénom. Ce que je me retiens, c'est Jackson Lowe qui est à droite et qui est assez actif sur Twitter pour demander justement des retours d'expérience de la part des utilisateurs de Shopify, en leur demandant aussi un peu quelles sont les évolutions que vous souhaiteriez avoir sur cette solution-là. Et vraiment, donc ils ont constitué une équipe SEO
permettant et aidant du coup la solution à évoluer et puis certainement aussi à conseiller un peu les marchands, vraiment à la hauteur de l'objectif de se dire qu'il faut que ça devienne une solution qui fasse du SEO plus seulement pour des dropshippers ou des petits catalogues, mais vraiment avec des clients qui vont arriver avec des dizaines, voire des centaines de milliers de produits dans leur catalogue. Et ça amène à un référencement un peu plus peut-être complexe qu'on va justement aborder dès maintenant. Alors, voilà, Shopify, il y a les basiques. Si vous posiez la question, ils sont clairement là. On peut optimiser les balises SEO, on peut travailler les HN sur ces templates de page, on peut créer une arbo, avoir des URL réécrites, l'HTTPS, créer un blog, migrer avec un plan de redirection. On va le voir, il y a plusieurs possibilités de le faire. On peut créer les sitemaps, les plans de sites HTML. On a des sites qui sont en responsive. Le multilingue est possible. Gérer la duplication des pages aussi, on verra si c'est satisfaisant, mais en tout cas c'est possible de le faire. On peut alléger les pages, structuration des contenus et avoir un site assez rapide, même si effectivement ils étaient un peu, il y avait quelques retours un peu négatifs sur cet aspect-là, mais il y a des études comparatives qui ont comparé les autres CMS du marché et ils sont assez bien placés. Donc vraiment la base est là et on peut vraiment déjà quoi faire avec ce minimum-là. Il y a un mais, il y a plusieurs mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a peut-être certaines limites pour les gens qui travaillent le référencement de manière assez fin et qui ont vraiment un objectif de génération de business par ce levier-là, voilà, qui a besoin d'être un peu travaillé. Donc c'est pas si simple. C'est optimisé, on peut vous le dire. Enfin, il y a des sociétés qui vous mettent en avant cette solution vont vous dire que c'est optimisé au SEO, mais il y a optimisé et voilà, il y a quelques petites faiblesses. Alors d'abord, nativement, la solution, elle permet clairement d'optimiser ces balises, mais les optimise d'un point de vue templating, c'est-à-dire que vous pouvez définir un pattern de construction de votre title, votre métadescription par template de page. Donc ma page produit, je veux que ce soit le nom du modèle ou du produit en tant que tel, sa collection, et puis répéter peut-être le nom de sa boutique. Métadescription, pareil, on peut reprendre le descriptif qui est celui du descriptif produit. Donc on peut construire des patterns. On ne peut pas nativement construire sur mesure, fine-tuner chacune de ces pages en intégrant ces éléments. Alors, on ne peut pas le faire nativement, mais il existe des modules pour pouvoir le faire. J'en ai cité deux, effectivement. Il y a SEO Manager et Smart SEO qui permettent de le faire. Donc, c'est un module à installer en complément, comme on le ferait avec un WordPress si certains connaissent. Et c'est un module, tout est en général payant en termes de module chez Shopify. Mais le custom est possible. L'autre point, c'est sur la partie URL. Alors, quand on construit des URL, Shopify embarque toujours un préfixe dans l'URL, soit collection, soit product. Et donc, on a des URL qui, comme l'exemple que je vous montre, il y a la notion de collection, Yoga Studio Pants, c'est la catégorie, et après, la notion de produit. Et donc, le problème qu'on peut avoir, c'est que si vous avez par exemple une collection qui s'appelle par exemple promotion et une collection qui s'appelle tapis de yoga, s'il y a le produit positionné dans ces deux catégories-là, vous aurez deux URL qui vont se construire différemment pour une même page produit parce qu'elles respectent le chemin d'accès à ce produit. Si je suis passé par promotion, j'aurai un répertoire promotion. Si je suis passé par tapis de yoga, j'aurai un répertoire tapis de yoga. Et pour pallier à ça, Shopify nativement met une canonical vers une troisième version, une version qui ne fait pas apparaître collection, qui ne fait pas apparaître du coup la catégorie dans laquelle il a été retrouvé, mais qui est une URL assez courte avec le répertoire product et on va dire le pattern lié au nom du produit. Donc moi je trouve que c'est un peu dommage parce que du coup ça veut dire que Google doit tout crawler toutes les versions et tomber sur une balise qui lui indique quelle est la version native qui est malheureusement pas celle qui est linkée au sein du site. Alors, ça, c'est le fonctionnement natif. Il est possible de pallier à ce fonctionnement, en tout cas pour les pages produits, c'est de préciser qu'on ne veut pas voir, on va dire, l'héritage de l'arborescence dans l'URL. Donc, il est possible de supprimer la partie préfixe et la partie même arborescence qui pourrait avoir apparaître et n'obtenir en fait qu'en réalité que l'URL qu'on retrouve dans la canonical. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est-à-dire que et mon linking
et mon URL final resteront les mêmes. Alors l'autre sujet aussi sur la duplication, c'est que potentiellement on peut avoir aussi des variants d'un produit qui fait que ça va venir enrichir la page, enrichir l'URL avec un variant égal avec un ID. Donc là aussi ça peut être une source de duplication parce que bon, un legging pour yoga en fonction de sa taille, il n'y a rien qui va changer, pas son descriptif, même pas son titre ou son title. Donc là aussi, c'est une option un peu par défaut qu'on peut décocher et empêcher de l'activer pour le voir apparaître et générer encore une fois un peu des URL extrêmement proches et des contenus extrêmement proches qui pourraient venir polluer un peu le moteur, le crawler. Alors voilà, là on a abordé donc les corrections, les options et les choses qui étaient possibles de corriger, d'optimiser. Il y a la partie un peu plus complexe. D'abord, ce qui moi m'a choqué mais après, on va voir qu'il y a des choses qui sont envisageables. Mais ce qui m'a choqué, c'est effectivement le robot TXT ne peut pas être modifié nativement, en tout cas. Et donc, on se retrouve avec un robot TXT commun à tous, qui a la particularité de bloquer un certain type de pattern de pages, dont les pages paniers. Bon, ça en général en SEO, ça ne nous inquiète pas et c'est plutôt bien. Mais aussi les pages tri et facettes. Toute la partie qu'on a souvent en colonne de gauche qui permet de filtrer par marque, par taille, etc. Sur les pages de liste. Donc ça, c'est quand même plus embêtant si on veut s'y intéresser. Et à date, le problème de ces pages facettes est un sujet d'ailleurs d'appréhension, parce que c'est pas clairement simple de pouvoir le modifier, de le faire adapter. Alors justement, on en vient à ces facettes-là. Effectivement, il y a, quand on fait du SEO sur du site e-commerce, on va se positionner avec des pages donc catégories qui vont peut-être essayer de se positionner sur veste en cuir ou veste. On va vouloir se positionner sur peut-être avec les pages produits sur des vestes très particulières avec une marque, une type de couleur, une taille, etc. Et puis il y a toutes les requêtes un peu intermédiaires, on pourrait appeler middle tail, qui sont pas elles possibles d'être travaillées par notre site e-commerce parce qu'en général c'est celles qui correspondent à nos pages facettes. Donc là j'ai mis une liste un peu sur une thématique de veste en cuir. Tout ce qui va correspondre à la couleur, au genre, à la taille ou à la coupe ne peut pas être travaillé par Shopify simplement ou nativement. Et de toute façon, on le sait, le sujet d'ouverture des facettes, c'est jamais un sujet simple parce que ça peut devenir tout de suite aussi une énorme usine à gaz avec les combinaisons infinies, la duplication des listings, un manque aussi de personnalisation qui est pas toujours évident, la dilution du PageRank, bref, on sait que ça peut vite devenir un peu une usine à gaz, donc c'est toujours un sujet qui est compliqué. Et a priori, Shopify a fait le choix de se dire bon, on ne l'ouvre pas, c'est complexe, donc on le laisse fermer, on le laisse fermer. Donc il y a malgré tout des solutions qu'on verra après pour pouvoir peut-être un peu mieux travailler les facettes. Lorsqu'on veut migrer du coup d'un site d'un autre CMS vers Shopify, il est possible de le faire nativement, en tout cas dans la solution. Il y a d'abord un module pas un module, mais nativement une solution de migration manuelle. Donc je vais rentrer une à une mes URL. Et puis il y a une solution aussi d'import en masse d'un fichier CSV avec URL de départ, URL d'arrivée, qu'on peut mettre en place du coup pour faire ce type de redirection. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Celle qui est un peu moins intéressante, c'est que du coup, c'est limité à un site qui fait moins de 100 000 URL. Alors vous me direz, c'est quand même pas mal, hein, ça concerne quand même beaucoup de clients, mais c'est vrai que demain, bon, un Cdiscount, un Rue du Commerce aurait du mal à passer sur Shopify avec cette contrainte-là. Alors, rappelez-vous, hein, ils ont recruté des cadors en SEO, donc ça toutes ces choses-là devraient être prises en compte et évoluer dans le futur. Il y a un autre point aussi qui est un peu embêtant, c'est que par ces solutions d'intégration de redirection, on peut pas mettre de regex. On peut pas mettre de regex. Donc ça veut dire que demain, si j'ai un site qui a 99 000 URL, je vais devoir importer un fichier avec 99 000 lignes, ce qui, l'on sait aussi, peut avoir un impact sur le temps de chargement du site. D'avoir des fichiers aussi gros en termes de redirection. Donc voilà, ça je trouve que c'est un peu une limite et ça mérite d'être travaillé par Shopify pour permettre à des plus grosses solutions. Et alors dis-moi, je te pose une petite question Bien sûr. Du gars qui est moins fort en SEO que toi. Alors, je dis juste aussi aux participants, n'hésitez pas à poser vos questions. On a Marie qui est avec nous, qui va les récolter, puis qui nous permettra de
de commencer la session un peu questions-réponses qui aura lieu après cette présentation. Oui, Pardon, tu fais bien Christophe. non, tu fais bien de préciser qu'il y a une troisième personne qui est cachée, mais qui nous aide à faire ce webinaire. C'est très important. Oui, moi, il m'arrive de dire, par rapport aux redirections, ben, si vous n'avez pas la capacité, alors sans aller à 100 000, hein, de faire un document, un tableau de redirection, parce qu'il faut le faire, hein, comme tu dis, ligne après ligne, hein, donc c'est pénible, hein, on va appeler un chat un chat. Dans ce cas-là, forcément, si un internaute arrive sur le nouveau site par une URL qui n'est pas redirigée, on est d'accord, il arrive sur le 404 sur Shopify actuellement, puisqu'on ne peut pas faire autre chose. Hmm. Et donc moi, je conseille parfois d'écrire la 404 de manière un peu sympathique et pas juste ah, cette page n'existe pas. Mais est-ce que c'est grave, docteur, d'arriver sur la 404 Bah du coup? voilà, c'est ça, c'est que c'est pas au-delà de Shopify, c'est un problème assez régulier de se retrouver dans une situation où on doit sélectionner un nombre d'URL limité. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'on essaie de regarder quelles sont les URL qui ont fait du trafic sur la dernière année, quelles sont les URL qui récupèrent aussi des liens externes ou qui font pas forcément qu'un trafic SEO, mais qui peuvent être mis en favori ou qui font un trafic voilà, autre que le SEO important. Mais on va essayer en tout cas d'assurer la redirection de toutes les URL qui peuvent compter pour le trafic ou pour la popularité du site. Voilà, mais bon, on préfère quand même en général en rediriger le plus possible au moment de cette migration. Sauf si effectivement c'est des URL un peu parasites ou qui nous permettent justement de faire un peu le ménage. Alors là j'ai une petite une slide qui a un peu changé, c'était les solutions proposées pour la partie facettes. Donc en fait, vous avez 3 solutions pour les facettes. Vous avez la première, c'est vous laissez en l'état, vous ne touchez à rien et par défaut Shopify bloque les facettes, elles sont en JavaScript, donc elles sont pas crawlables et donc bon vous vous privez entre guillemets de SEO si vous ne faites pas autre chose. L'autre solution, c'est d'avoir un module qui va réécrire vos URL de facettes qui ne va pas forcément du coup les rendre visibles dans le code source à l'endroit où il y a les facettes, mais vous pourrez vous les récupérer une par une et vous pourrez les ajouter dans des contenus ou dans des contenus de description de pages de listing ou à un certain nombre d'endroits pour leur permettre d'être vus par le moteur et puis par peut-être la densité de liens de ces pages-là que vous allez mettre sur votre site, construire une certaine popularité pour pouvoir vous positionner, pourquoi pas même les mettre dans le méga menu comme des portes d'entrée. Et puis, vous avez une troisième solution qui est par contre un peu plus complexe parce que ça nécessite de faire du développement. Ça serait d'avoir des URL réécrites très bien et de retravailler ce bloc facette pour lui permettre à la fois de rendre les liens accessibles, mais pas toujours. C'est-à-dire qu'il y a certaines facettes que vous voulez jamais voir ouvrir, peut-être les facettes prix, par exemple, ou des notions de taille qui seraient pas très parlantes, que vous aimeriez ne pas voir indexées. Donc là, il faudrait avoir un code qui permet de jouer sur cette ouverture ou non-ouverture en fonction d'un contexte ou en fonction aussi de l'enchaînement des facettes. Voilà, donc il y a une solution à adapter par rapport au template. Il y a une solution où j'ouvre les liens et puis je les dépose à la main. Alors à la main, c'est pas forcément chronophage parce que si je les mets dans mon menu header, dans mon relever, un gros relever, ça permettrait du coup de le faire et de le déployer partout. Et puis il y a la dernière solution, vous ne voulez pas prendre de risque, mais vous vous privez d'une part de trafic qui est de ne pas bouger. Alors en termes de migration, justement, on regardait un petit peu les différents cas. Alors on s'est intéressé à Decathlon parce que c'était un site e-commerce assez important. Alors c'est pas Decathlon en France, c'est Decathlon aux US. Où ils ont eu l'initiative du coup de refondre le site et de le développer en e-commerce par cette solution-là. Alors, premier constat, c'est que donc ils ont mis en ligne ce site-là, vous voyez, en fin 2018, début 2019. Il y a certes une progression, je suis pas certain qu'elle est forcément liée à la mise en ligne avec Shopify. Je crois que c'est surtout lié au fait que le catalogue a été mis en ligne et que le site est devenu e-commerce, donc il y a eu beaucoup plus de pages. En termes de position, des premières positions qu'on voit remonter avec un outil, l'outil Systrix qu'on utilise chez SF, on voit qu'ils sont pas présents sur des mots-clés à fort volume et à fort enjeu. Donc moi j'ai un peu analysé le site n'a pas un indice de visibilité très élevé et on peut pas dire que
leur SEO est très développé. Alors, est-ce que c'est à cause de Shopify ou est-ce que c'est à cause de l'investissement qu'ils y mettent? Je peux pas vous répondre à cette question-là. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, la migration s'est bien passée, on voit pas de chute, mais le site n'a pas une visibilité très forte. A contrario, j'ai pris un autre site finlandais qui lui a un indice de visibilité très fort, qui est très bon dans son domaine et qui, mais là aussi sans assurance, n'a pas, lui par contre, eu une migration très favorable. Mais comme vous le savez tous, une migration, il y a plein de choses qui peuvent empêcher que le site progresse après son passage sur un autre CMS ou après sa migration. Le plan de redirection a pu être loupé, ils ont pu peut-être oublier des choses. Il y a peut-être eu aussi un serveur qui a été mis indisponible pendant un certain temps. Mais en tout cas, toi, Christophe, tu me disais que l'immigration se passe en général très bien. Voilà, moi, j'ai pas d'exemple pour ou contre. Ce que je dis juste, c'est que comme toute migration, il faut toujours faire très attention. Shopify met à disposition ce qu'il faut pour pouvoir le faire, mais il y a toujours un point de vigilance qui est important. Ouais, une migration, elle est jamais assez préparée. C'est un vrai sujet, c'est un vrai projet, et souvent dans les projets, ça passe, dans certains projets en tout cas, ça passe trop derrière le projet qui est vu comme le projet principal, qui est la création du nouveau site sur la nouvelle plateforme, et dans le cas d'une migration vers Shopify, sur Shopify. Mais le jour J, la migration avant, préparation avant, suivi après, moi je le vois, ce sont des projets qui parfois sont pas assez abordés correctement en amont. Et qui est tellement essentiel pour garder son trafic et son business. Je tairai le nom, hein, mais je connais des grosses agences de développement, des SI, des SS2I qui disent à leurs clients migrez tout vers la home, ça suffit. Hein. Ouais. Alors, le côté multilingue aussi, c'est un point important, particulièrement si vous voulez vous développer à l'international. Il y a deux options. Il y en a une qu'on recommande pas, et il y en a une qui est quand même plus intéressante. C'est d'abord une traduction automatique de votre contenu avec une URL distincte, mais à partir d'une traduction. Et qui a plusieurs points négatifs. Alors d'abord, une traduction, c'est pas toujours bien fait parce que c'est de manière automatique. Donc il y a des solutions pour pouvoir, avec des modules, de pouvoir le traduire de manière automatique, mais c'est pas toujours bien fait. Puis il y a des particularités par pays qui nécessitent vraiment d'avoir un local, un natif qui puisse retranscrire le contenu. Les URL n'ont pas forcément le format attendu par Google où on fait apparaître langue pays pour bien cibler le bon index. Et puis en plus, les URL ne sont pas traduites. Donc ça, c'est quand on utilise un module et qu'on veut lancer sur la même version, le même domaine, différentes versions linguistiques. C'est une option qui est un petit peu, voilà, qui est pas très intéressant en termes de SEO, qui est intéressant pour vos utilisateurs pour proposer un contenu dans leur langue, mais en SEO, c'est pas très efficace. Il y a l'autre option qui est de se dire, bon, bah, je vais en fait créer des Shopify différents avec un nom de domaine différent pour chacun des pays. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, on a complète maîtrise, on va dire, de son identification linguistique. On va pouvoir construire des URL avec un .co.uk, un .fr, un .com, etc., etc. On peut faire une traduction sur mesure, donc chaque page va avoir son propre contenu que vous allez vous-même intégrer. Et puis, vous allez pouvoir aussi distinguer tous les éléments importants sur la livraison, le prix, la transaction, etc. Donc, quand on passe quand on veut développer l'international, ce qu'on recommande, si vous voulez vraiment vous investir dans le pays que vous allez cibler, c'est plutôt de passer par le lancement d'un énième Shopify parce que la partie multilingue native actuelle n'est pas très intéressante. Alors ça, encore une fois, on vous le dit, ça évolue. Parce que nativement, par exemple, le moteur de recherche interne des solutions ne permettait pas, lorsqu'on était dans le premier cas, de pouvoir faire des recherches sur d'autres versions linguistiques qui étaient présentes sur le site. Ça y est, ça a évolué depuis quelques jours. On peut maintenant faire une recherche qui fait arriver sur une page qui n'est pas celle traduite, enfin qui n'est pas celle présente par défaut, une version traduite. Donc ça, voilà, la solution évolue. Et puis on rajoutera un dernier point aussi, alors qui est juste après, mais donc du coup effectivement, un petit rappel sur la condition de bien se positionner à l'international. C'est vrai que c'est important d'avoir des URL qui font bien référence au pays et à la langue qu'on vise, et puis il y a la notion aussi de hreflang qui permet de bien aider à Google de ranger les versions dans les bonnes versions pays. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un module
assez prometteur qui vient de sortir, alors qui est sorti il y a 15 jours. Donc pour l'instant, on n'a pas de retour de test, mais qui a en tout cas la promesse de à la fois traduire les contenus automatiquement, mais aussi donner la possibilité, lorsqu'on reste sur un même nom de domaine, de pouvoir modifier manuellement le contenu, de pouvoir donc aussi traduire les URL dans la langue concernée, de mettre en place les hreflang de manière assez avancée, donc vraiment une bonne personnalisation, de supprimer les hreflang natifs de Shopify. Alors ce que j'ai pas précisé, c'est que quand Shopify met en place les hreflang, son souci c'est qu'il va pouvoir mettre des href vers certaines pages qui n'existent pas dans d'autres versions langue qu'on a sur son site. Si j'ai un produit vendu en France mais qu'il n'est pas vendu au UK, eh ben, il va quand même créer un lien vers le UK, vers cette URL qui pointera du coup en 404. Donc là, ce module-là permet de le corriger. Et puis, il permet aussi de construire des URL avec le bon format attendu, faisant apparaître la langue et le pays. Donc c'est un module clairement à surveiller et à suivre à l'avenir. Et il a été d'ailleurs cité par les responsables SEO de Shopify en disant, bon, voilà, c'est un module très prometteur, on vous invite à regarder ça de plus près. Le temps de chargement. Alors, temps de chargement, c'est un sujet complexe et en même temps hyper important en ce moment pour nous avec tout ce qui arrive, les web core vital, etc. Et en même temps, le temps de chargement sur un CMS, vous savez très bien comme moi qu'on peut le faire varier, on peut l'améliorer en optimisant les images, en essayant de ne pas trop mettre de modules ou de plugins si c'était un WordPress, en choisissant un hébergement assez costaud aussi pour pouvoir avoir la bonne bande passante. Donc c'est un sujet qu'on peut pas auditer sur un site donné. Mais on a Systrix qui a fait il y a quelques mois une étude sur les différentes solutions CMS un peu du marché et qui classe quand même Shopify comme étant une des solutions les plus efficaces, les plus rapides vis-à-vis d'un Drupal, d'un Salesforce, d'un PrestaShop, d'un Magento, d'un WooCommerce. Donc c'est pas les plus mauvais, loin de là. Et du coup, moi le premier, je disais que c'était pas une solution très performante, mais je m'aperçois malgré tout que en termes de classement sur des milliers de sites qui a été fait par Systrix, ça reste une solution assez efficace. Alors sur ce sujet-là, dans le back-office de Shopify, il y a un indicateur de rapidité qui a été mis en place l'année dernière. Chaque site a un score qui évolue éventuellement tous les jours, je crois, et qui permet à l'agence ou au marchand de voir sa position par rapport aux marques du même à peu près identique. On nous dit le site est de rapidité identique ou plus lent ou plus rapide. C'est un peu sommaire, c'est juste un chiffre, mais ça permet à certains sites et à certains marchands de se dire, OK, notamment si le e-store management a uploadé des images beaucoup trop lourdes, le chiffre va chuter complètement. Et ça peut être une alerte très simple et très efficace dans le back-office sur des sujets aussi basiques que la taille des images, par exemple. Alors, l'une des solutions qui est utilisée par pas mal de marchands, particulièrement aux États-Unis, alors c'était très utilisé par les gens qui vendaient justement peu de produits, des dropshippers en particulier, c'est d'utiliser des solutions de Edge SEO. Alors la solution ultime souvent utilisée, c'est Cloudflare qui permet justement de mettre en place une mécanique d'implémentation des recommandations SEO sur des parties qui ne sont pas modifiables sur Shopify, d'utiliser ce type de solution-là pour venir enrichir d'optimisation son site. Alors qu'est-ce que c'est le Edge SEO? En gros, je vais installer un serveur proxy entre mon site et les utilisateurs sur lequel tout le monde va passer par ce serveur proxy et ce serveur proxy comme Cloudflare va venir enrichir vos pages. Alors nativement cet outil était très utilisé pour l'optimisation du temps de chargement, donc les gens l'utilisaient pour pouvoir faire délivrer une page beaucoup plus légère parce que digérée par le serveur proxy pour pouvoir ne fournir que l'essentiel de cette page-là, une version un peu cachée, statique de la page. Mais ils ont mis en place d'autres modules d'optimisation qui permettent par exemple d'implémenter des hreflang, de pouvoir implémenter des balises SEO personnalisées, de pouvoir modifier par exemple le robot.txt. Et si on fait un peu le bilan de tout ce qui est possible de faire grâce à ce module complémentaire, c'est de pouvoir optimiser le temps de chargement, les balises, réécrire ses URL, modifier le code source, gérer les 301, donc au-delà des 100 000 URL limites de Shopify,
les href, faire de la b-test, modifier le robot, les entêtes, et collecter aussi des log serveurs. On l'a pas évoqué. C'est souvent aussi un besoin sur des sites, des annonceurs un peu plus gros, c'est d'avoir un peu de l'information sur les visites de Google par les log serveurs. Et ben une solution de ce type-là permet de le faire, permet de récupérer ces informations-là. Donc c'est une solution assez intéressante qui a un coût. Alors en gratuit, Cloudflare propose une solution jusqu'à 100 000 hits par mois, mais je vous le déconseille fortement. Je vous le déconseille fortement parce que Cloudflare propose cette solution sur des serveurs mutualisés qui peuvent être potentiellement être partagés par d'autres sites qui ont soit beaucoup de trafic et qui fait que le serveur mutualisé n'est pas très efficace, que le temps de chargement pourrait être impacté, mais à contrario, ça peut être aussi des sites sur lesquels il y a des risques parce que les sites qui partagent ce même serveur sont soit des sites porno, soit des sites avec des malwares, enfin bref, ce serveur pourrait avoir une empreinte très négative qui pourrait impacter votre site. Donc je vous dis, faites attention à ne pas prendre forcément cette solution gratuite, même si de premier abord on se dit quand c'est gratuit, c'est mieux que quand c'est payant. Et puis il y a quand même un point qui est important, c'est une solution qui demande quand même aussi un peu des compétences techniques. Donc ceux qui choisissent Shopify en général se disent peut-être que justement je peux être assez autonome techniquement sur cette solution-là. Si vous passez par une solution de Edge SEO, ça nécessite quand même d'avoir quelqu'un qui maîtrise bien la solution pour pouvoir pas faire de bêtises. Si vous configurez mal les choses, vous impactez directement votre site et toutes les visites des moteurs et des utilisateurs passeront par ce serveur-là. S'il est mal configuré, c'est quand même, ça peut être quand même très impactant. Voilà, on arrive à la conclusion qui est faite pour dire quoi? Comme vous l'a dit effectivement Christophe, Shopify, c'est une super solution pour les commerçants. Ça offre beaucoup de possibilités, omnicanal, on peut gérer ses produits en ligne, en physique. On peut construire très rapidement des fiches produits, des templates fiches produits en quelques minutes. Il y a beaucoup d'options qu'on peut ajouter, une personnalisation. C'est très facile d'utilisation. Christophe t'en parlerait mieux que moi. Et d'un point de vue SEO, il est vrai qu'il y a quelques petits manquements, mais je trouve qu'on peut clairement leur donner la chance parce que eux-mêmes font les efforts, mettent les moyens pour pouvoir faire évoluer cette solution-là. Et clairement, je pense que on va en entendre parler à l'avenir et ça va devenir un CMS certainement très regardé et utilisé par voilà, des sites, des annonceurs de taille un peu plus importante. Un mot aussi pour conclure, Christophe? Oui, alors d'abord pour rappeler que vous pouvez poser directement des questions écrites, on moniteur ça. En fait, moi je dis souvent Shopify, c'est les 80-20, c'est cette règle qui veut qu'on peut appliquer à beaucoup de choses, qui dit que 80% de l'objectif, on les obtient rapidement avec 20% d'effort ou de budget, et que les 20% restants, pour aller vraiment finaliser son objectif, c'est là que ça devient un petit peu compliqué. Et Shopify, c'est vraiment l'archétype de la plateforme qui fonctionne sur ce principe-là. Sur plein de sujets, on va se contenter de ce que Shopify propose, parce que c'est déjà très bien, c'est 80% de ce que je pourrais faire. Et du coup, je l'ai souvent déjà prêt, ou alors en ajoutant une app, certes payante, mais à un coût qui n'a rien à voir, une petite location de quelques dollars, dizaines de dollars, ou peut-être centaines de dollars pour les plus grosses, mais par rapport à faire un développement soi-même dans son coin. Et on avance comme ça à coup de briques déjà en place et quand même géré par aujourd'hui plus de 8000 collaborateurs chez Shopify au dernier comptage. Et puis sur certains sujets, et je crois que le SEO, avec la progression du nombre de retailers, la progression du nombre de grands comptes, la progression du nombre de clients chez Shopify qui ne se contenteront pas du SEO natif proposé par Shopify, et ben là, il y a un vrai sujet et on tombe tout de suite sur des implémentations comme tu viens de le présenter, Mathieu, où là, on joue plus comme ça spontanément. On est vraiment dans le détail du détail de ce métier qu'est le SEO. Sinon, Alors, on n'obtiendra pas son objectif final. j'ai quelques questions du coup. La première, c'est une question de Victor qui me dit quelle serait la charge de travail en jour, par exemple, pour réussir une migration sur Shopify selon vous? Il dit qu'il n'arrive pas à estimer cette charge de travail avant pour bien comprendre à quoi il s'attaque. Alors, cette question, elle n'est pas évidente parce que ça dépend de la taille du site,
du CMS qu'il a déjà actuellement et sur lequel après il veut passer sur Shopify, de la solution de l'offre qu'il va prendre chez Shopify. Shopify Plus offre un accompagnement plus important. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des modules qui existent sur Shopify qui permettent de faire des migrations de Magento vers Shopify, de PrestaShop vers Shopify, qui peuvent déjà vous permettre d'aspirer tout le bac des données, de pouvoir le transmettre sur Shopify. Et après, si on parle que de plan de redirection, en gros, l'implémentation peut être simple, mais il faut préparer le plan sur un fichier Excel de l'ancienne vers la nouvelle URL. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. La fourchette, vas-y, dis-moi. Ouais. Non, moi j'ajouterais que ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs sur ce sujet-là, c'est jamais assez préparé. Je trouve que c'est un projet sur lequel il y a, même au niveau peut-être des top managements ou des managements intermédiaires qui sont pas peut-être au contact direct des projets, mais qui ont une part à jouer, ce sont souvent les validateurs valideurs, je sais pas comment on dit, de ces projets et des budgets. Il n'y a pas une compréhension très importante des enjeux de migration parfois. Et je le vois dans beaucoup de projets, c'est des sujets qui sont mis trop de côté et qui sont pris trop tard parfois dans le projet. On arrive en fin de projet, ah merde, la migration. Et si ça se traite post-lancement, on a perdu pas que du temps, on a perdu de l'information qui était l'information d'avant migration, d'avant bascule. Et ça, on peut pas revenir en arrière, malheureusement. Nous, on est assez à l'aise pour tout de suite faire des estimations de perte de trafic et souvent, ça aide à choisir si on ne doit pas décaler la migration. Alors, une autre question. Ça aide à choisir si on pose la question. Mais moi, je vois des projets où on ne va pas aller à poser suffisamment la question aux experts. Appelle-nous, Christophe, dans ces cas-là. Alors, je vois une autre question, c'est quelle est la fourchette de prix et le pourcentage pris par Shopify quand il commence à prendre un pourcentage sur le CA? Tu as une idée? Alors, il y a deux pourcentages. Il y a le pourcentage qui est pris sur tous les plans. Peut-être certains le savent, on parle en France, on dit 29 $ et 2%, 79 et 1%, 299 $ et 0,5. En fait, c'est un pourcentage sur chiffre d'affaires qu'en fait Shopify prend si on ne prend pas la plateforme de paiement Shopify Payments. Parce que si on prend la plateforme de paiement Shopify Payments, on n'a pas ce pourcentage. Mais il y a une commission, non? C'est ça? Alors, Shopify Payments, c'est comme Stripe et tout ça, il y a une commission sur les cartes bancaires, mais quand on n'a pas Shopify Payments, on a une sorte de pénalité, hein, on va appeler ça donné par Shopify, qu'on n'a pas si on prend leur truc, leur système maison. Mais ce système n'est pas disponible en France, par exemple, donc on n'a pas de choix. Et sur Shopify Plus, donc la version qui est à 2000 $ par mois, en fait, c'est 0,25% du chiffre d'affaires. Et en dessous de 2000, c'est un fixe de 2000. Donc 0,25% de 800 000 $, ça fait 2000 $. Donc si votre chiffre d'affaires fait plus de 800 000 $ dans le mois, Shopify prendra 0,25% de ce chiffre d'affaires. S'il est inférieur à 800 000 $ dans le mois, Shopify Plus, en l'occurrence, prendra 2000 $. Très bien. Je m'apprête à créer une marketplace sur Shopify. Quelles sont les best practices et erreurs à éviter avant de me lancer? Alors, moi, je sais d'un point de vue SEO y répondre. D'un point de vue, on va dire, existence de solutions, enfin de sites marketplace avec Shopify, tu as des exemples, toi, de ton côté? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. En fait, la fonctionnalité marketplace en tant que telle, avec des vendeurs qui vont venir rédiger leurs fiches produits, que après moi, marchand, marketplace, je vais valider, puis publier, etc., ça passe par des apps. Il y a au moins une très grosse app sur le marché qui fait ça. Mais c'est nécessaire d'ajouter forcément cette fonctionnalité-là. Et effectivement, après, on se retrouve avec les 3 entrées, les clients qui viennent acheter, le gestionnaire de la marketplace et les acheteurs avec différents droits. Mais du coup, c'est pas, voilà, moi, spontanément, je vous donne pas des masses de marketplace comme ça sur Shopify. Ok, et moi en SEO, il y aurait beaucoup à dire. Je pense que ça pourrait faire un webinar à part entière. On a quelques articles sur le site qui l'évoquent. Je t'invite, Vincent, si tu veux regarder, puis on peut en discuter par mail si tu veux. Comment on interconnecte les logisticiens tiers API? Sinon, quel type d'échange de fichiers pour cette interconnexion? Alors ça, je peux... Ouais, vas-y, je t'en prie. Pardon. Ça En fait, m'arrange, vas-y. de plus en plus de logisticiens ont créé leur app.
qui n'est pas forcément une app publique dans l'App Store de Shopify, mais qui peut être une app privée. Et dans ce cas-là, si le logisticien a fait cet investissement, eh bien, un client qui se présente et qui est sur Shopify, eh bien, il va juste donner un accès API. Donc vraiment, il va créer dans le back-office de Shopify un endroit, un accès, et la connexion sera en place. Point barre. Si le logisticien n'a pas créé, ne connaissait pas Shopify ou n'a pas souhaité, pour X raison, créer une app, eh bien, il va falloir la réaliser sur mesure ou passer par des appières ou des choses comme ça qui permettent de créer facilement des connecteurs entre Shopify et autre chose. Ok. Il y a une question aussi sur le, alors je suis pas sûr de bien la comprendre, mais le choix du point relais avant paiement. Est-ce que la possibilité de Je choisir vois ce de quoi point ça relais? parle. En fait, c'est un sujet un peu chaud pour les marchands Shopify. Une des différences entre Shopify et Shopify Plus, le truc à 2000 $, c'est que dans Shopify Plus, on peut mettre un certain nombre de custom dans Hmm, le tunnel de paiement qu'on ne peut pas faire sur le Shopify normal. hmm. Et donc le Shopify normal, concrètement pour les applis de point relais, c'est-à-dire moi je suis client d'un site qui est sur Shopify, je veux me faire livrer chez Mondial Relais et je veux donc choisir à un moment donné mon point relais à côté de chez moi avec la petite carte qui apparaît. Et bien sûr, un Shopify normal, concrètement, cette carte, elle ne va pouvoir apparaître qu'après le paiement. Alors que sur un Shopify Plus, elle va bien apparaître au moment où je choisis ma livraison. Mon mode de livraison, je choisis Mondial Relais et dans l'instant, la map s'ouvre. Et ça, sur un Shopify normal, ça n'est pas possible. Mais Shopify, l'année dernière, a lancé un framework de développement interne chez eux qui s'appelle Argo et qui va permettre progressivement d'ouvrir des points précis d'entrée dans ce checkout inviolable de Shopify normal pour des tiers et notamment ils ont annoncé que ça allait venir pour les points relais. Donc cet inconvénient des Shopify normaux va disparaître, mais on ne sait pas quand. Hmm. Justement, Alexandre disait que c'était à cause de ça il était parti de Shopify, c'est qu'il lui manquait cette option-là qui était pour lui importante. Et effectivement, je Oui, peux comprendre que si tu fais pas le chiffre d'affaires de 800 000 à 2000 $ par mois, ça peut représenter une somme importante. Ouais. oui, et sur ce Ah, point-là, de ce qu'on sait, il y a une grosse pression des marchands français et, et anglais, notamment ouais. là-dessus. Et Alexandre me corrige et me dit non, en fait, j'attends de partir de Shopify, mais ça doit certainement beaucoup lui manquer, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, j'ai Mathieu qui me dit merci, super webinaire, vraiment top au niveau des deux intervenants. Merci beaucoup de ce retour, c'est génial d'avoir ce genre de retour, ça fait plaisir. Bon, écoutez, je vous laisse encore quelques secondes sur les questions si vous en avez d'autres. Pour vous dire que nous, en tout cas, chez SearchForSight, je reviens un peu sur une page pub, mais on fait vraiment, on commence à travailler avec pas mal d'acteurs sur Shopify, donc en particulier, voilà, par exemple avec Christophe en ce moment pour l'un des clients qu'on partage. Et moi, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai un peu comment dire, j'avais un peu du mal au départ avec la solution parce que je la trouvais assez limitée. Et en fait, on voit quand même assez régulièrement des mises à jour qui nous font mentir quand on leur dit il n'est pas possible de faire ça, bah ça y est, c'est devenu possible. Les modules aussi commencent à se développer et comme la solution commence à prendre de l'importance et un peu de la visibilité, il y a de plus en plus de modules qui apparaissent dans le store. Qui me laisse penser que bah voilà, effectivement, comme tu le disais, Christophe, c'est une appli qui existe depuis longtemps, qui a bien vécu sur vraiment les petits commerçants qui se satisfaisaient des options qui étaient proposées, et aujourd'hui, bah, ils se mettent aux gros sites e-commerce et il y a une vraie dynamique qui vraiment me laisse entendre que les Presta, les Magento, les WooCommerce vont se faire certainement un peu grappiller des parts de marché par cette solution qui présente beaucoup d'avantages. Et à la différence d'un PrestaShop et d'un Magento, alors il y a peut-être certains qui vont crier en m'écoutant, mais je pense que c'est quand même beaucoup plus facile de se débrouiller avec un Shopify et ça va en séduire plus d'un, c'est certain. Et la slide que tu as montrée sur les derniers recrutements, c'est un indicateur fort aussi Hmm. du souci que Shopify a décidé de mettre dans le SEO et dans la progression de la plateforme sur ces sujets-là. Hmm. Alors, il y a quand même une question qui est venue se rajouter. Quels sont les outils préférentiels en SEO sur Shopify? Je pense qu'il doit parler certainement des modules qu'on vient ajouter. Donc,
J'en ai abordé quelques-uns dans la présentation sur particulièrement des modules pour optimiser nos balises, pour les personnaliser de page en page. Il y a ce module international. Après, sur les facettes, il n'y a pas de module. Il y en a 2 qui semblent pouvoir y répondre, mais on les a étudiés, ça répond pas à notre besoin SEO, ça répond à un besoin de réécrire les URL et d'avoir plein d'autres options intéressantes, mais ça ne répond pas à l'attente SEO qu'on a. Donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de modules très suffisants, mais si on compare avec des modules qu'on aurait, des plugins qu'on aurait sur WordPress, pareil, il y a toujours un peu des petits manques. Et on me demande que pensez-vous de Weglot, donc qui est la solution qui permet de traduire de manière automatique les contenus. C'est intéressant. Faut se demander si on est satisfait des traductions qui sont faites. Moi, j'aime quand même toujours avoir cette possibilité de pouvoir modifier manuellement mes pages, et donc le module que je vous ai évoqué permet de le faire. Mais là, on est sur un cas avec Christophe où justement notre client a plusieurs versions linguistiques et on est quand même plus parti sur une solution de créer des versions linguistiques par domaine différent plutôt qu'utiliser une solution comme ça de génération de traduction. Et on me dit aussi, est-ce qu'il ne manque pas les rich snippets sur Shopify si pas de module? Écoute, moi je les gère toujours par des modules. Je ne sais pas si c'est natif sur Shopify. Je crois pas, hein. Joker. Ça m'arrive parfois de dire, il faut que je vérifie. Ah oui. Pardon, Donc, Mathias me dit en fait ça manque nativement. C'est aussi certainement un point qu'il faut. On va en parler à Jackson Lowe, on va lui dire qu'on a toute une liste de demandes et de besoins. ouais, ça c'est un truc tu l'as mentionné, hein, Jackson Lowe, il est sur Twitter, il est très interactif. Hmm. Euh, voilà, c'est une source intéressante d'informations sur le SEO chez Shopify. Moi, je lui Qui ai posé naturellement des questions relie, sur Twitter et ouais. je lui ai demandé à quand une évolution des facettes justement pour pouvoir les ouvrir. Il m'a répondu, vous êtes dans quel secteur d'activité? Mais bon, donc, je lui ai dit, c'était pour le cas du prêt-à-porter, ça répond pas à ma question, mais il m'a répondu, on y travaille. Donc, Oui, alors ça c'est le petit joke sur Shopify, c'est que Shopify ne donne jamais de roadmap, ne s'avance jamais sur. Donc le coming soon ou later this year ou des choses comme ça, moi j'aime bien les chambrer un peu là-dessus. Bon, écoutez, on arrive à l'heure du webinaire. Merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir posé vos questions. On est très content de cette expérience-là. On va certainement renouveler les expériences webinaires. On se relance un peu. C'est vrai voilà, avec le Covid, on était plutôt intervention physique avec nos petits déj SEO. Et donc là, on va faire un peu plus de webinaires. Sachez qu'il y aura un replay qui sera mis à disposition sur notre chaîne YouTube. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à me contacter moi ou Christophe. Il me semble que j'ai une slide de fin. Eh ben non, j'ai pas de slide de fin, mais en tout cas, on est à votre disposition sur LinkedIn, sur tous vos réseaux sociaux préférés pour pouvoir l'évoquer. Et écoutez, je vous dis à bientôt. Bon courage pour vos projets de migration ou non, ou de lancement de site. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous poser des questions. Merci Christophe de ton aide, de ton intervention, très intéressant. Eh ben c'était un plaisir. Et merci Marie aussi qui est derrière. Écoutez, je rends l'antenne. Je vous dis à bientôt et puis très bonne journée à tous. Au revoir.